Arségiens, Arségiennes, chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 5e édition de notre webinaire Arsègue le Mag. J'espère que l'été aura été bon et revitalisant et que vous êtes prêts à faire feu de tout bois sur notre chat. Vous pouvez nous dire bonjour, vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez. Si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, voilà, des petits pouces si tout va bien, des petits cœurs si vous adorez. Faites comme vous voulez. Pour cette édition de rentrée, nous avons choisi de vous proposer une formule très magazine de notre webinaire Arsègue avec des chroniqueurs et chroniqueuses qui m'accompagneront tout au long de l'émission, au cours de laquelle nous aborderons des questions juridiques avec Héloïse Hérault, avocate en droit social, qui reviendra sur les droits et devoirs des salariés et des employeurs concernant le télétravail, sujet à la mode. Nous découvrirons le nouveau siège de Boursorama avec Laurent Bellamou, le directeur du développement en charge de l'innovation chez CACD, et Mario Fernandez, le responsable du pôle études et prospectives de l'Arsègue, viendra partager avec nous les principaux indicateurs d'un métier de l'environnement de travail, indicateurs issus de la base BUSY Ratio de l'Arsègue. Avant de les accueillir, je vais demander à Philippe Pelzer de bien vouloir me rejoindre on stage pour la rubrique Actu de l'Arsègue. Bonjour Philippe. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Philippe, tu es trésorier adjoint en charge du développement de l'Arsègue, donc membre du comité exécutif de l'Arsègue aux côtés de notre présidente Latifa Akou, et tu es également responsable de services généraux, achats et archives d'Amétif Santé au Travail. Alors merci d'avoir accepté notre invitation et c'est à toi que revient l'honneur de nous dire ce qui se passe à l'Arsègue. Quelles sont les news à l'Arsègue? Alors la nouvelle news, les dernières news en fait toutes fraîches sont en fait une signature de la charte, une signature d'une charte concernant en fait dans le cadre de la conférence de progrès organisée par la FED, donc la Fédération des entreprises de propreté, et l'Arsègue donc représenté par notre présidente Latifa Akou, et aussi le CNA, donc le Conseil national des achats, donc signé une charte tripartite en présence de Madame la ministre Elisabeth Borne, ministre du Travail et de l'Emploi, de l'Insertion, visant à promouvoir un achat de propreté plus efficace et plus responsable. Vous pouvez tous, la charte donc est disponible sur le site de l'Arsègue, et donc je vous invite à aller la regarder. Cette charte tout simplement s'articule autour de plusieurs thématiques. La prise en compte des enjeux RSE, sectoriels des entreprises de propreté, par les clients en s'appuyant sur la prise en compte des enjeux RSE. Aussi la nécessité d'établir une relation d'équilibre équilibrée entre les prestataires et tout au long de la vie du contrat. Le recours plus important au travail en journée, on continue lorsque cela est possible, bien sûr. La mise en cohérence de la recherche de mieux-disant social et sociétal avec des choix en termes de prix et en luttant activement contre les logiques du moins-disant. Et la reconnaissance de l'expertise technique et organisationnelle des entreprises de propreté, ce qui est important aujourd'hui d'avoir un rôle essentiel qu'elles peuvent amener pour concourir à la sécurité et à la qualité de vie au travail des utilisateurs des sites et plus largement à la performance globale des entreprises clientes. Donc, c'est une très bonne chose que l'Arsègue ait pu participer à la signature de cette charte, et nous en sommes très heureux. Oui, donc, on voit la photo là, c'était donc le 8 septembre dernier. Avec en présence d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, et donc des présidents et représentants des 3 associations signataires, on le rappelle, dans la Fédération des entreprises de propreté, le Conseil national des achats et l'Arsègue. Tout à fait. Donc c'est une très bonne chose, surtout pour un secteur qui le mérite bien. Et après, nous avons une deuxième actu qui est donc enfin, nous allons pouvoir nous revoir. Enfin, tu as raison. Enfin, nous revoir en présentiel sur les salons, donc ça fait du bien de se retrouver. Donc du 5 au 7 octobre prochain, le Workspace Expo revient pour le bonheur de tous. Et donc le stand Arsègue, ce sera le stand M32, mais nous serons là présents sur le stand pendant ces 3 jours avec des animations, avec plein de bonnes choses pour le plaisir de se retrouver, et ça, on se fera un plaisir de vous accueillir sur le stand
pour, pour échanger et à nouveau se rencontrer. Ce sera super, ça sera top. Il y a pas mal de conférences, de clubs organisés par l'ARSEG, donc tout ça est visible sur le site de l'ARSEG, donc je vous invite à y aller, à regarder, à vous inscrire. Vous verrez, il y a pas mal de conférences très intéressantes. Alors, on aura quand même pas mal de conférences sur les sujets du moment, l'évolution des modes d'organisation du travail et surtout les conséquences, soit pour les projets immobiliers, les bureaux du futur, enfin de demain, ou encore comment on travaille aussi différemment dans les grandes métropoles mondiales. On aura des choses sur le bien-être au travail, l'entreprise accueillante, et puis puisque j'ai vu passer Muriel Franck, et bien aussi une conférence pour nos amis office managers, puisque une étude va paraître dans le courant du mois et qu'on aura la première conférence de retour sur cette étude qui présente l'évolution de la fonction office management. Oui, tout à fait. En tout cas, on invite aussi beaucoup d'office managers à nous rejoindre dans l'ARSEG parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se développent pour eux au sein de l'ARSEG et ils sont les bienvenus. Oui, et puis si vous cherchez le stand de l'ARSEG, cherchez le poteau. Voilà. Alors, sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... la dernière actu, mais il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais en tout cas, le projet d'un deuxième webinaire le 20 octobre prochain avec l'NDRH et l'ARSEG, donc qui se tiendra le 20 octobre. Et le CINOV aussi, le CINOV qui est la fédération qui regroupe les ergonomes. C'est ça. Donc, on vous invite, bientôt l'invitation, mais ça sera le 20 octobre de 12h à 13h. Donc, elle portera sur, évidemment, alors cette fois des conséquences pratiques et juridiques du travail hybride. Alors, on veut vraiment axer cette conférence aussi sur cet aspect très pratico-pratique et nos amis ergonomes vont nous aider aussi, évidemment, au cours de cette conférence. Voilà, vous recevrez bientôt l'invitation. Et bien voilà, merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci à toi. Pas mal de news. Alors, on n'a pas tout mis. Il y a beaucoup plus que ça. On vous rassure qui se fait. C'est ça. Allez sur le site d'ARSEG. Voilà, vous recevez beaucoup, de toute façon, vous recevez beaucoup d'informations à ce sujet. Mais enfin, on voulait mettre le focus, et merci Philippe de l'avoir fait, sur ces 3 infos, et notamment sur cette charte entre la FEP, le CNA et l'ARSEG, pour des prestations propreté plus durables et responsables. C'est ça. Merci. Alors pour nos participants, je rappelle que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez réagir. J'ai vu que vous le faites déjà sur l'espace de discussion. Nous essaierons évidemment autant que possible d'y répondre et de dialoguer avec vous. Voilà. Philippe, tu restes avec moi. Nous allons accueillir maintenant nos autres chroniqueurs, Héloïse Hérault, Laurent Bellamou et Mario Fernandez. Merci messieurs et madame de nous rejoindre sur scène. Voilà. Héloïse Hérault, donc je rappelle, avocate en droit social. Voilà, bonjour Héloïse. Bonjour Lionel. Laurent Bellamou, bonjour Laurent. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Voilà, directeur développement et en charge de l'innovation aussi chez CACD. Enfin Mario Fernandez. Salut Mario. Salut Lionel, comment ça va ? Très bien, merci. Je vois que vous êtes tous en pleine forme. Mario, je rappelle, tu es responsable du pôle études et prospectives de l'ARSEG. Merci beaucoup à vous tous d'être présents avec moi. On va démarrer tout de suite notre rubrique questions de droit avec notre maître préféré, Héloïse. Alors Héloïse, ravie de nous retrouver, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Et oui, et puis on va faire varier les plaisirs, puisqu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler télétravail. Voilà. C'est quand même la question du moment. Et oui. Et alors notamment des droits et devoirs du salarié et de l'employeur. Alors pas mal de questions qui nous sont posées très régulièrement sur ce sujet et on va essayer de les détailler un petit peu aujourd'hui.
Alors, si on veut bien nous les passer à l'écran, voilà, on va passer aux petites questions pour Héloïse. Voilà, merci beaucoup. Allez, on va démarrer avec un rappel de la loi en matière de télétravail. Héloïse, on rappelle qui doit faire la demande, qui prend la décision et qui peut refuser. Alors Lionel, qui fait la demande et qui prend la décision? La réponse va être la même pour les deux. En fait, soit l'employeur, soit le salarié. La demande peut venir de l'employeur, mais la demande peut venir du salarié. On a été dans un contexte de pandémie qui a conduit en fait le gouvernement à adopter un régime un petit peu plus nuancé puisque on avait permis à l'employeur d'imposer le télétravail. Mais en principe, et on revient un peu à la normale puisque le gouvernement vient d'arrêter cette obligation de nombre de jours de télétravail. En principe, c'est d'un commun accord, c'est-à-dire que quelle que soit la partie qui va demander le télétravail, il faut que l'autre soit d'accord pour accéder à cette modalité d'organisation, qui n'est pas une modalité d'organisation neutre en fonction des secteurs d'activité, des emplois. On ne peut pas dire oui à tout le monde puisque parfois le présentiel est indispensable. Après, qui prend la décision? La difficulté, il y a une petite nuance dans le code du travail, c'est que l'employeur peut tout à fait refuser le télétravail, mais il doit en motiver son refus. Motiver son refus, c'est expliquer pourquoi il n'y accède pas. Et on comprend bien que si les raisons ne sont pas valables, ça reste quand même un droit assez renforcé pour le salarié d'ouvrir et de maintenir la discussion en disant je veux absolument faire du télétravail. Voilà. Donc la réponse est toujours la même et qui est plutôt agréable en France, c'est un dialogue qui doit s'ouvrir entre les deux. Et qui est-ce qui juge de la validité du refus, la bonne raison? Est-ce que c'est balisé d'ores et déjà ou ma foi, l'employeur peut avoir une certaine latitude? Alors, la latitude, elle est assez grande puisqu'il va avancer ses arguments. Maintenant, il y a deux situations. Soit vous avez au sein de l'entreprise un accord collectif ou une charte qui a été établie et donc, j'ai envie de vous dire que la colonne vertébrale est déjà un petit peu tracée et la légitimité du refus va s'analyser là-dessus. Soit vous n'avez rien et ça va être plus in concreto, comme on appelle, c'est-à-dire au cas par cas. Mais à la fin, c'est quand même le juge qui vient vérifier si oui ou non, dans le conflit, l'employeur a raison ou tort. Oui. Alors, allez, justement, on rappelle les obligations de l'employeur et les obligations du salarié. On démarre avec l'employeur. Oui, on démarre toujours avec l'employeur parce qu'il a quand même plus d'obligations, mais l'obligation principale de l'employeur, c'est quand même de vérifier que le poste est télétravaillable et que le salarié est en conformité dans son domicile, notamment, et on en a déjà discuté Lionel, sur tout ce qui est installation électrique, ergonomie, etc., pour éviter tout accident du travail ou maladie professionnelle. Ça, c'est essentiel, c'est la responsabilité de l'employeur et l'employeur ne peut pas y échapper, notamment souvent en faisant signer une décharge aux salariés. Le salarié, quant à lui, a des obligations alors de mettre en conformité son domicile, mais il a une obligation de disponibilité sur les plages horaires de son emploi du temps. Il ne peut pas, sous prétexte qu'il est à la maison, adapter sa disponibilité et il doit être joignable à tout moment sur le temps de travail qui résulte de son contrat de travail. Et ça, c'est important parce que on voit beaucoup naître une sorte de flexibilité, non pas que le salarié ne veuille pas faire ses horaires, mais une sorte de flexibilité de certains salariés qui vont vous expliquer qu'ils sont plus du matin, par exemple, et donc ils vont travailler de 6h du matin à 14h en se disant j'ai accompli, alors oui, à 7h ou 8h de travail, j'ai accompli mon contrat de travail. Et la réponse va être extrêmement sévère pour les salariés, on n'a pas de flexibilité à ce niveau-là, donc la durée du travail doit être impérativement respectée par le salarié, sauf évidemment accord express de l'employeur. Et en termes de contrôle en termes de contrôle, oui, sur ces plages horaires, ces fameuses plages horaires. Alors l'employeur a une totale liberté, sous réserve bien sûr de ne pas utiliser des moyens clandestins qui consistent à tracer l'adresse IP du salarié. On a vu de tout pendant le confinement. En termes de contrôle, il faut que l'employeur informe le salarié de son mode de contrôle et le salarié s'y soumette. Une fois encore, sous réserve que les moyens de contrôle soient d'abord proportionnés, parce qu'il ne faut pas avoir une immixtion trop grande dans la vie du salarié, et que le salarié en soit parfaitement informé pour que ce ne soit pas des contrôles clandestins. Philippe, Philippe, sur ces sujets, alors je crois que toi,
pas forcément beaucoup eu de télétravail ou beaucoup de télétravailleurs, mais ce sujet des contrôles à effectuer chez les télétravailleurs, est-ce que vous l'avez abordé chez vous? Est-ce que tu m'entends, Philippe? Ah, ton micro est coupé du coup. Voilà. Non, nous, cette question n'a pas été posée aujourd'hui. Que ce soit chez nous ou aujourd'hui, on est resté sur, pour l'instant, on n'a pas eu de contre-indication. Aujourd'hui, nos collègues continuent à rester en télétravail classique. Notre accord télétravail n'est pas encore fondé. Donc, on reste sur l'accord sur les protocoles sanitaires. Et au sein des entreprises à laquelle, pour nous, nos adhérents, nos sociétés adhérentes, nous, on n'a pas de contrôle. On sait que ce sont beaucoup de petites PME, TPE, voilà. Donc, le télétravail, c'est souvent après un accord entre l'employeur et le salarié et qui s'arrange sur un nombre de jours dans la semaine. Ok. Laurent, vous avez eu des demandes particulières de salariés en télétravail, soit pour être équipés, soit pour qu'on vienne vérifier la conformité, hein, par exemple, dans leur résidence? Alors, dans notre cas, c'est un tout petit peu particulier parce que les contrôles ont été effectués, mais ils ont été effectués par nos clients. Tout simplement parce qu'un télétravailleur, pour nous, ça n'a pas changé. Enfin, à part le fait évidemment de la crise sanitaire et de l'ensemble de ses contraintes, mais le télétravail n'a pas changé radicalement notre mode de fonctionnement. La seule chose, c'est qu'on ne pouvait pas se déplacer, mais on pouvait toujours continuer à communiquer avec nos clients. Donc, chez nous, la question du contrôle ne s'est absolument pas posée, puisque que ce soit la partie développement commercial ou la partie production pour le bureau d'études et les chefs de projet étaient au travail dès le matin et répondaient aux clients, je dirais, rigoureusement de la même manière. Donc finalement, ça s'est fait très naturellement. Ah oui, okay. Héloïse, on commence à avoir quand même des débuts de conflits, en tout cas entre salariés et employeurs, s'agissant de la mise en œuvre du télétravail, nouvelle version, c'est-à-dire version post-Covid, quoi. Oui, moi je dirais que ce que je constate au sein des entreprises, c'est les salariés qui ne veulent pas revenir. Et la difficulté que vous avez, c'est que dans la mesure où l'employeur doit justifier de son refus de mettre en place le télétravail, et que le télétravail a été imposé pendant la crise, c'est vrai que c'est compliqué pour un employeur de dire tu as pu télétravailler pendant la crise, mais tu ne peux plus le faire. Et donc, c'est pas des conflits encore qui vont devant les juridictions, on n'en est pas là, quoi qu'on s'en approche sur certains secteurs, mais on n'en est pas encore là. Mais ce sont des conflits qui en fait ouvrent un réel dialogue en disant voilà, il y a un avant et un après. Et les salariés ne veulent plus, à juste titre peut-être, mais ne veulent plus 100% de présentiel. Pour autant, ils ne veulent pas 100% de télétravail. Pour certains, il y a quand même un isolement social, il faut le prendre en considération. Mais de ce qu'on constate, c'est que beaucoup de sujets qui sont traités tant avec les élus qu'avec la médecine du travail tendent à trouver un terrain d'entente et une flexibilité sur peut-être 1 ou 2 jours de télétravail par semaine, là où en réalité en France on était, et on en avait parlé au tout début des webinars, on était extrêmement en retard dans les pays européens, on était peut-être le 8e ou le 9e pays européen télétravail, et je pense qu'on tend à accepter ce mode d'organisation comme étant une partie intégrante du contrat de travail et du package qui est proposé aujourd'hui aux nouveaux embauchés. Oui. Un sujet qui revient, dont on commence à entendre parler, et notamment c'est la NDRH qui avait soulevé ce point lors de sa dernière enquête. Quelles règles s'appliquent en cas de déménagement? La dernière enquête de la NDRH montrait qu'il y avait plus de 30% de ses adhérents, donc des DRH, qui avaient été sollicités par des salariés qui soit voulaient déménager, soit avaient déjà déménagé loin du site de travail. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? Quelles règles doivent s'appliquer? Alors, c'est vrai qu'il y a 2 types de déménagement. Il y a le déménagement un petit peu clandestin qui s'est fait pendant le confinement, pas vu, pas pris. Et puis le confinement s'arrête et on annonce que on n'est pas là. Et puis il y a le salarié peut-être un peu plus souple qui va dire voilà, moi j'aimerais déménager, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez deux obligations qui viennent l'une contrebalancer l'autre. Une liberté fondamentale, et on sait qu'on est attaché aux libertés fondamentales en France, et c'est ce qui fait la valeur de notre pays. Une liberté fondamentale qui est le libre choix du domicile. Le salarié a le droit fondamental de choisir le lieu où il veut vivre.
Une fois qu'on s'est dit ça, c'est contrebalancé par le fait que l'employeur, qui connaît le domicile du salarié et qui veut un présentiel, doit prendre en charge 50% du transport du salarié. Alors on pense souvent au pass Navigo, mais en réalité ça s'applique au billet de train. Vous habitez Nantes, vous travaillez à Paris, l'employeur en seconde classe doit vous prendre 50% de votre billet annuel. Et ça ouvre forcément des négociations puisque l'employeur n'a pas le choix, si ce n'est soit de dire je ne suis pas d'accord avec ce déménagement parce que vous avez besoin d'un présentiel et donc j'ai besoin de vous tous les jours et là je veux bien payer vos billets mais un Paris-Nantes, je sais plus Paris-Nantes ça va faire 2 heures aller, 2 heures retour donc en termes d'organisation du travail, d'horaire, etc. ça devient compliqué. Soit de dire écoutez vous venez 2 fois par semaine et le reste vous le faites en télétravail. Donc la règle est quand même assez stricte en comparaison avec ce qui s'est passé et l'exode. Je pense notamment aux Parisiens, beaucoup de Parisiens sont partis, l'exode qu'on a vécu et qui fait qu'aujourd'hui, ça devient quand même une charge financière pour les entreprises à considérer. Et de nouveau, une adaptation puisque les locaux vont avoir un sens un peu moins grand puisque le loyer, payer le loyer des locaux plus payer le billet de train des salariés va peut-être faire beaucoup et donc amener des entreprises à s'adapter face à ça. D'accord. Laurent, vous avez eu ce cas, non? Alors chez nous non, parce que le télétravail était déjà bien avant la crise sanitaire était déjà en place. Et puis comme on traite aussi beaucoup de projets en province, alors là c'est finalement un sens inverse et qu'on est obligé de se déplacer chez les clients. Nous notre rôle c'est d'être mobile. Voilà donc la notion de télétravail n'est pas venue impacter ou en tout cas très très peu nos activités. Philippe, toi, tu as eu des déménagements? Non, ça va. Moi, ils n'ont pas osé. Ils habitent tous dans le 95 où on est nous situés. Et personne n'a osé déménager en province ou autre. Par contre, j'ai eu pas mal de cas d'amis ou de relations qui ont fait ça, qui ont déménagé dans le sud de la France sans prévenir leur employeur. Et du jour au lendemain, on dit bon, c'est bon, j'habite dans le sud de la France, je peux faire du télétravail 100%. Sauf que l'employeur dit ah ben non, nous on revient à 2-3 jours par semaine, donc ça va pas le faire. Donc du coup, oui, certains, on disait oui, ils se sont permis de déménager comme ça, ni vu ni connu, pendant le confinement en pensant qu'ils pouvaient faire du télétravail 100%, mais non, perdu. Donc c'est vrai que nous avant, on a eu la chance que personne ne l'a fait, mais c'est vrai que c'est un cas assez particulier, je trouve. Voilà. Oui. Alors on en reparlera le 20 octobre, Héloïse, avec la NDRH, avec le CINOV, dans un cadre plus global d'évolution des modes d'organisation du travail et du travail tout court. Parce que une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que c'est quand même une tendance. C'est quand même une tendance et comment les entreprises peuvent l'accompagner ou pas, l'encadrer ou pas, ce sera matière évidemment à discussion. Merci beaucoup, Héloïse. Évidemment, voilà, tu restes avec nous et vous pouvez continuer à poser évidemment vos questions à Héloïse sur le chat. Si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas à les poser. Évidemment, je me tourne maintenant vers Laurent, avec qui nous allons découvrir The Project du mois, le nouveau siège de Boursorama. Voilà Laurent, merci beaucoup encore d'avoir accepté de partager avec nous ce beau projet que vous avez mené. Je rappelle que tu es le directeur du développement et de l'innovation donc chez CACD, un cabinet d'aménagement qui existe d'ailleurs depuis combien de temps maintenant? Depuis 93. Waouh. Donc ça commence à faire quelques années en effet. Et oui. Et ça se voit d'ailleurs. Que devrais-je dire? Bon voilà, grâce à toi, en tout cas, nous allons découvrir le nouveau siège donc de Boursorama. Alors c'est un projet que vous avez mené récemment, qui est encore en cours, je crois, qui n'est pas encore totalement finalisé. Est-ce que tu peux nous présenter le projet,
a-t-il démarré? Alors, les chiffres, hein, tu connais, la surface, combien de postes de travail, les objectifs de départ. Allez, nous donner le cadre du projet. Ce projet, je suis ravi de vous présenter ce projet aujourd'hui parce que quand j'écoute avec beaucoup d'attention ce que dit Héloïse, je m'aperçois que le projet Boursorama, il a compilé beaucoup de données d'entrée puisque c'est un projet qui a démarré maintenant à quelques semaines près, il y a quasiment 2 ans, pour une mission qui était une mission d'audit de surface. Boursorama, alors vous connaissez tous, c'est une banque digitale qui est en pleine expansion et qui avait 2 problématiques, et c'est là-dessus qu'ils nous avaient demandé de travailler. Un bâtiment de 2500 mètres carrés dans lequel se trouvait call center, plutôt des prestataires, et puis un siège de 9500 mètres carrés à proximité, 300-400 mètres entre les deux. Et ils souhaitaient vraiment optimiser les surfaces parce qu'ils avaient une problématique de bureaux pas occupés tout le temps, avec des plages horaires extensibles. Et donc, c'était la mission qui nous a été confiée. Donc, on a commencé à travailler là-dessus en novembre 2019. On a rendu nos conclusions au mois de fin février, début mars 2020. Et là, patatras, la Covid est arrivée et tout s'est arrêté parce que, bien évidemment, on n'analyse pas les données avec ces nouveaux impératifs. Il faut savoir que Boursorama était à 100% en présentiel. D'accord ? Donc, on est en train de parler de 850 personnes qui étaient présentes tous les jours sur les 2 sites. Et forcément, ils sont passés du jour au lendemain, comme beaucoup d'entreprises en France, à 98% de télétravail, puisqu'il restait encore quelques fonctions de support et techniques d'exploitation de site. Voilà, donc les données et les cartes ont été complètement rebattues à ce moment-là et notre mission a complètement changé. Donc, c'est aussi un des plaisirs de nos métiers, c'est d'être capable de se repenser, de se réinventer aussi quand les données changent. Et là, à partir de là, on nous a donné un nouvel objectif qui était de dire, voilà, parce que ça fonctionne très bien, le télétravail fonctionne très bien, on va travailler avec les RH, on va travailler avec la com, on va travailler avec le marketing. Évidemment, on va travailler avec la direction immobilière et l'environnement de travail qui était au cœur de tout ça pour réfléchir comment on allait pouvoir réoptimiser et intégrer le télétravail. Et là, je vais vraiment à l'essentiel sur la conclusion qui a été apportée. On nous a demandé de passer 15% des effectifs à 100% en présentiel. Donc, c'était quoi? C'est l'exploitation, c'est des fonctions support, c'est aussi, et ce qu'évoquait Héloïse, le télétravail non applicable pour certains métiers. Et puis, pour les 85% restants, on va dire un ratio de 70-30 pour 50%, donc 70% de télétravail, 30% de présentiel. Et cherry on the cake, 35% des effectifs aujourd'hui de Boursorama sont en 90-10, c'est-à-dire 2 jours au bureau par mois. Donc, vous voyez, on est passé de 100% présentiel à quasiment l'inverse. Donc, il a fallu réfléchir, il a fallu travailler. C'était énormément de recueil des besoins, énormément de prise d'informations, puisque en plus Boursorama est sans faire de jeunisme, mais c'est une société vraiment résolument digitale de par sa fonction, donc avec des populations plutôt jeunes. Et donc, on a été chercher plein d'idées, plein de ce que les gens avaient envie d'avoir. Et là, je dois dire, et c'est un point très important, qu'on a eu affaire à des interlocuteurs qui ont dit on va mettre du budget sur la table, mais pas pour des dépenses ostentatoires, mais pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la QVT. Donc, il y a un adage qu'on s'est un peu approprié. J'ai pas réussi à retrouver qui avait inventé cette notion, mais le fameux se voir moins, donc se voir mieux. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, mettre également des moyens sur de nouveaux espaces quand on parle de présentiel, et puis l'ensemble des modalités de la mise en conformité quand on parle de télétravail chez le collaborateur. Et ça rejoint là aussi ce qu'évoquait Héloïse un petit peu plus tôt. C'est important ce que tu as dit sur se voir moins, mais se voir mieux, parce que j'ai le sentiment que ça va devenir un mantra. Et quand on parle avec des architectes et des aménageurs, mais aussi avec des experts, on sent qu'il y a quelque chose autour de la qualité de la présence au bureau. Il va falloir travailler là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la qualité des échanges, la qualité
de l'informel, notamment des échanges informels, et la capacité aussi à pouvoir les tenir. Voilà, donc il y a beaucoup de réflexions autour de ces sujets et je pense qu'on n'en est qu'au début de la réflexion. Oui, complètement. Pour reprendre ce que disait Héloïse sur la notion de oui, il y a un avant et un après, et je mets de côté complètement l'aspect sanitaire, ça c'est encore un autre sujet, mais vraiment sur l'aspect relation au niveau du travail, il ne faut pas oublier qu'on est des animaux sociaux, on a besoin de se parler, on a besoin de se voir. On a besoin de se toucher, même physiquement, et ça, c'est aussi important. Donc, voilà, c'est des nouvelles considérations à mettre en place. Je rajouterai également un point très important, c'est que dans le cadre de ce projet, on a beaucoup parlé de l'immobilier commercial tertiaire qui allait pas très bien puisque les espaces se vidaient. Dans le cadre du projet Boursorama, il n'a pas été question de rendre un seul mètre carré de surface. D'accord. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Il s'agissait d'optimiser le bâtiment principal, puisque évidemment, quand tu mets 400 postes de travail pour 850 personnes, évidemment, tu as de la place. Mais il n'est pas, et ça c'est très important à souligner, il n'est pas question pour l'instant de rendre les 2500 qui vont être utilisés dans les mois qui viennent à d'autres choses. Voilà, donc c'est pas une dégradation je rends des surfaces et puis je fais des économies basiquement. C'était pas le but. D'accord. OK. Alors, les grandes étapes, on en a parlé. Les objectifs de départ, tu nous as présenté. Quelle traduction en grands principes d'aménagement et d'ambiance? Est-ce qu'il y a eu des demandes particulières côté Boursorama? Alors, les demandes étaient finalement assez simples. C'est-à-dire que les 15% et les 50% des gens qui sont en 70-30 ont leur poste de travail, plus ou moins attitré. Ça, c'était au choix des services entre les schémas fonctionnels et les schémas organisationnels de l'entreprise. Ça a été géré par les RH. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment comment on arrive à avoir de beaux espaces quand on vient au bureau pour se rencontrer de manière la plus optimale possible. Et donc, vraiment, l'objectif, c'était de dire sur un ratio habituel, et là, je vais te donner des grandes masses, qui est de dire j'ai à peu près une salle de réunion pour 40-50 collaborateurs, ce qui va générer, on va dire, sur un espace assez classique, environ une 25 salles de réunion. Là, on nous a carrément mis à disposition 3 niveaux complets pour les espaces partagés sur les 7 niveaux qui étaient de ce projet. Donc, ça veut dire que si je prends 3 niveaux d'un petit peu plus de 1000 m², donc c'est-à-dire près de 3000 m² qu'il a fallu aménager sur l'aspect coworking, mais pas que, puisque quand on parle de prestataires chez Boursorama, donc les gens qui travaillent sur la partie call center et fonction support digital, c'est aussi tout l'aspect formation qui a été complètement réinternalisé. Voilà. Et là, je t'invite éventuellement à mettre à l'écran les quelques photos. On va commencer à faire une petite visite en images. Juste avant, est-ce que vous aviez aussi des objectifs en matière de RSE? Pourquoi je te dis ça? Parce que de plus en plus, j'entends que dans les projets immobiliers, il y a des objectifs en matière de sourcing des matériaux, de réemploi, de recyclage aussi. Est-ce que ça faisait aussi partie de votre projet? Oui, alors ça, c'est quelque chose de très important. Le but, et là aussi, je pense que c'est une tendance qui évolue au niveau de l'environnement de travail, c'est plus de faire du greenwashing, c'est-à-dire des actions pour faire des actions et pour que ça fasse joli. Boursorama avait décidé 2 choses. La première, un réemploi maximum du mobilier existant, qui était de très belles factures et qu'on avait tout à fait possibilité de réemployer. Mais sur l'ensemble du mobilier qui n'était pas réutilisé, 100% de ce mobilier, et ça c'était dans le cahier des charges, c'est très important de le souligner, dans le cahier des charges lancé pour les fabricants de mobilier, c'était de réemployer à destination d'associations, à destination des hôpitaux. Et je prends un exemple très précis, c'est que Boursorama se situe à Boulogne-Billancourt. Il y a
une partie du mobilier qui a été offert à l'hôpital de Boulogne-Billancourt, Ambroise Paré pour le citer. Et donc ça aussi, c'était un des aspects très importants en matière de parce que le RSE, c'est pas simplement la planète, c'est aussi le social, c'est aussi aider les autres. Ça, c'était très important comme objectif. Et puis, bien évidemment, comme sur 3 niveaux, on avait un impact important en matière de climatisation, de confort pour tout ce qui est salle de réunion. Là aussi, il s'agit de travailler sur de nouveaux matériaux et sur une consommation la plus basse possible, sachant qu'à ce stade, l'immeuble dans lequel il se trouve était déjà certifié sur des labels environnementaux. Ok. Ça marche. Allez, on découvre quelques images. Alors, ce que j'aime bien, c'est que, et ça, je ne sais pas si c'était une demande spécifique de votre client, mais vous avez beaucoup travaillé les ambiances grands enfants avec beaucoup de références. Par exemple, ici, on démarre aux jeux vidéo, on démarre avec Pac-Man, quoi. Ouais, Pac-Man, c'est la référence absolue du jeu vidéo pour les jeunes quadras que nous sommes. On va dire ça comme ça. C'est ça. On a vraiment été au contact. Alors, on a eu le temps. On a eu un client qui nous a laissé vraiment à loisir d'interroger les gens et de ne fermer aucune porte. Il y a quelques éléments, malheureusement, que je ne pourrais pas vous donner aujourd'hui, notamment en matière de budget, mais je tiens à signaler que c'est pas un projet qui est pharaonique en termes de budget financier. On peut faire de très belles choses et des choses assez innovantes, mais pas forcément en dépensant des millions de dollars. Ça, c'est aussi important. Donc, on a vraiment été au contact des gens. On a été chercher tout un tas d'attentes, tout un tas d'aspirations. Et c'est pas forcément les plus jeunes qui étaient les plus créatifs et qui avaient le plus d'idées. Donc ça, c'était important. Et vous avez pas mal co-construit. Il y a eu quand même un échange avec les futurs occupants. Énormément. Et dans la co-construction, c'est pas simplement demander aux gens ce qu'ils souhaitent, c'est aussi faire remonter cette information, d'avoir les bons interlocuteurs et puis que les interlocuteurs digèrent l'ensemble de ces demandes pour ensuite les faire redescendre et les accepter ou non. Mais je suis quasiment sûr qu'on nous a accepté 90% des demandes qu'on a formulées. Après, on avait un parti pris architectural et là, c'est ma chef de projet qui a travaillé, qui était vraiment la cheville ouvrière de ce projet pendant près de 18 mois, que je me permets de citer parce qu'elle a fait un boulot remarquable. Elle s'appelle Marie-Sophie Villain et elle a eu une requête auprès de Boursorama, c'était de dire voilà, on va faire un jeu. Vous connaissez tous le Où est Charlie, hein, vous savez, le petit bonhomme avec sa marinière rouge et son bonnet à rechercher dans des gravures. Et ben là, le but, c'était vraiment d'intégrer le logo Boursorama absolument partout dans les espaces, y compris de manière quasiment invisible. Le but, c'est qu'il y ait ce dénominateur commun et ce sentiment d'appartenance dans chacune des salles. Ouais, génial. Là, on voit toujours l'univers du jeu vidéo avec la méga star du jeu vidéo, Super Mario. Et les détails. Moi, ce que j'aime à chaque fois, on va le voir au fur et à mesure, c'est les détails. Vous avez toujours, c'est plein de petits détails malins. Là, c'est des sous-bassements où on voit quelques éléments célèbres du jeu Super Mario. Alors, vous avez des références comme ça au code du jeu vidéo. Vous avez aussi des références. Comme tu l'as dit, beaucoup de salles de réunion et d'échanges à d'autres univers. Ici, par exemple, à l'univers du pop art avec l'Andy War Room en référence. Je vous laisse Andy Warhol, bien évidemment. Voilà. Le but, là aussi, de la même manière qu'on va voir un film avec un œil quand on a un certain âge et qu'on va le revoir et qu'on va le redécouvrir un petit peu plus tard, nous, ce qu'on n'aime pas chez CACD, c'est la notion d'effet waouh. Alors, que ce soit joli et qu'on ait un effet waouh, très bien, mais il faut que ça puisse s'inscrire dans le temps. Et donc, et je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Lionel, c'est la notion de détail. C'est-à-dire que les collaborateurs de Boursorama, ils vont sans doute à multiples reprises travailler dans ces salles. S'ils voient des détails différents à chaque fois qu'ils réintègrent cette salle, là on aura la sensation
d'avoir réussi notre coup architectural. Donc, oui, en effet, il y a énormément de petits détails que le client nous a laissé intégrer. Et ben oui, ça c'est chouette. Et puis au moins on est vraiment transporté. Donc là, évidemment avec les Marilyn, référence à la BD, au code de la BD, avec évidemment Tintin et le scaphandre. C'est une bonne idée ça, le scaphandre. Il fallait aller. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, comment vous l'avez pitché celui-là. En fait, on s'est rendu compte, Lionel, que en gros, la seule limite, c'était l'imagination. Tout le reste, aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à des écosystèmes enchevêtrés, tu t'aperçois que tu peux trouver beaucoup de choses. Et alors, j'y pense, c'était pas forcément quelque chose auquel j'avais pensé à vous dire, mais je tiens à saluer aussi le travail remarquable d'artisans, notamment menuisiers qu'on a pu solliciter et qui ont fait un travail remarquable sur la finition et sur le détail de certaines salles. Donc, c'est pas tout d'avoir de la créativité et du design. Beaucoup de gens peuvent avoir de belles idées. Encore faut-il pouvoir les retranscrire et être capable de les réaliser. Ouais. On continue avec les Marvel Comics, avec Spider-Man et Superman version Playmobil. Voilà, des clins d'œil, des références, mais à chaque fois, on voit Spider-Man avec sa toile qui, elle, est matérialisée au plafond. Voilà. Alors là aussi, il y a ce travail quand même de recherche malgré tout pour aller au-delà de simplement le sticker, quoi. Oui, tout à fait. Et puis après, il y avait aussi la volonté d'aller chercher des ambiances par rapport aussi à des contextes de travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler dans la salle Andy Warroom avec, comme tu l'as vu, ces cubes en palier qui permettent, par exemple, de brainstormer là-bas, dans une autre salle qu'on va voir juste après, si je dis pas de bêtises, dans laquelle on a quelque chose d'un petit peu plus punchy, d'un petit peu plus fédérateur. Là, on est au Bourseau Football Club et comme on le voit, là, c'est vraiment quelque chose qui est dédié à du travail en équipe et voilà, on espère que sur la durée, bien évidemment, on pourra ramener avec l'effectif qu'il y a maintenant. Je fais pas de référence au sport, bien évidemment, mais qu'on pourra ramener la coupe aux deux oreilles à Paris dans pas trop longtemps. Et je referme la parenthèse. Oui, parce que là encore, c'est le détail qui est sympa, là, le Bourseau Football Club avec la coupe, mais l'ambiance vestiaire, la référence à un logo d'une équipe célèbre. Il faut aller imaginer, aller jusqu'au bout de ces concepts. Le terrain qui est matérialisé au sol. Voilà, on est transporté dans des ambiances différentes. Ça compte, ça quand même, quand on bosse. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit là jusqu'à présent vos clients quand ils ont découvert un peu ces ambiances? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que alors moi j'ai une double fierté, c'est-à-dire que nous on est très contents et on est très fiers du travail qu'on a fourni. Je serais un menteur de te dire le contraire. Par contre, j'ai une deuxième fierté, c'est que le client est content du travail qu'on a réalisé. Et il est content à différents niveaux, parce que bien évidemment, la direction générale, que ce soit la direction générale groupe ou la direction générale de Boursorama, qui est évidemment un petit peu plus âgée, qu'un certain nombre de leurs collaborateurs se sont sentis, ont pris possession des locaux de manière pleine et entière. Et puis par contre, la population qui a commencé à utiliser en termes de formation, etc., pareil. Il y a un consensus qui est trouvé, donc on est plutôt assez fiers du résultat. Benjamin, il aime bien aussi, hein, très sympa, bravo, il nous dit, n'hésitez pas à réagir. Merci, Benjamin. Voilà, on voit une autre ambiance qui est référence là pour le coup à la pop music, à la musique tout court, avec un mur de pochettes de disques. Je dois dire que je suis allé les voir en détail et qu'il n'y a vraiment pas de faute de goût. Non, c'est assez éclectique. Il manque juste Madonna pour moi, mais à part ça, mais c'est parce que voilà, après chacun, mais aussi tout y est. Je crois qu'elle est quelque part. Oui. Et puis, comme vous le voyez au milieu, et puis c'est sur la photo d'après, un peu plus dans le détail. Voilà, il y a bien évidemment le groupe des Boursos qui a sorti son album et qui là aussi est sur ce Wall of Fame.
Et le détail de la guitare avec la dédicace de Mick Jagger quand même. Oui, peu de gens le savent, mais Mick Jagger a quand même un compte Boursorama. Donc il a fait une petite dédicace évidemment pour le nouveau siège. Et puis là, une autre ambiance embarquement, avec là encore d'autres assises qui rappellent un petit peu celle de l'Andy War Room. Exactement. Voilà, ambiance salle d'embarquement super bien faite, hein, on s'y croirait. Et alors, on ne pouvait pas évidemment tout dévoiler, et puis bien évidemment, quelques photos retranscrivent pas forcément la totalité du rendu. Mais là aussi, cette salle, voilà, c'est une invitation au voyage, c'est une réflexion à d'autres choses. Et puis, peut-être que dans cette salle, on va pas parler que de travail. C'est aussi ça une ambiance et un partage en entreprise. Oui, ça aide aussi peut-être cet aspect informel. Sébastien qui nous tape, il manque Prince. Il y est aussi. Oui, aussi. J'espère, parce que oui. Là, ce serait quand même. Alors d'autres, vous avez des tas de références, comme tu l'as dit, on présente pas tout. Oui. À gauche, quelque chose, beaucoup plus, la vie en rose, évidemment, beaucoup plus fluo. À droite, la face de Bellevarde, à Val d'Isère. Exactement, Val d'Isère, avec le logo au milieu, bien évidemment. Avec le logo Boursorama au milieu, et puis cette ambiance bois. Une ambiance rooftop. Alors, le rooftop, vous l'avez traité spécifiquement. Hein, donc, sur ce lieu, peut-être quelque chose à dire, cette ambiance très anglo-saxonne. Oui, tout à fait. Alors le rooftop, c'était vraiment un lieu à la fois qu'on voulait de convivialité, mais en même temps un lieu de travail. Donc, quand je parlais tout à l'heure de se voir moins, mais se voir mieux, c'est aussi dans la notion de serviciel. Il faut savoir que cet espace, le rooftop, bénéficie d'une prestation avec un barista qui va être là vraiment une grande partie de la journée et qui va pouvoir proposer tout un tas de café latte, macchiato, etc. aux collaborateurs au gré de la journée. Donc on peut se poser avec son ordinateur, avec bien évidemment sur l'aspect technologique tout le matériel VDI, les connexions, le Wi-Fi qui ont été on va dire, et amélioré et amplifié pour que la qualité technique soit au rendez-vous. Mais en gros, on peut se poser absolument partout et travailler, y compris sur les terrasses qui sont à disposition en prolongement du rooftop. Ça allait être une de mes questions s'il y avait des terrasses associées. Ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez diversifié, multiplié les positions. Alors, est-ce que ce sont des positions de travail, mais pas seulement, ou des positions d'échange avec du mobilier. Vous avez osé la rupture de mobilier, la rupture de hauteur, différentes positions, et puis des références au code de ce qu'on peut trouver dans les rues de New York ou de Londres. Oui, tout à fait. Voilà. Alors oui, on peut appeler ça une position de travail parce que quelle qu'elle soit, en fait, c'est plus le poste de travail et le bureau qui porte on va dire le mobilier, mais c'est vraiment tout au long de la journée des espaces qui vont permettre. Je suis un peu fatigué après un peu de transport le matin, j'arrive au bureau, je me pose dans un coin et je peux travailler, pourquoi pas avec un peu de musique, puisque au rooftop, tu as un fond musical avec des playlists qui sont développées, mais aussi la possibilité de se positionner dans une bulle un peu plus confidentielle, un peu plus fermée, pour pourquoi pas un échange et quelque chose d'un peu plus concentré. Donc c'est vraiment au gré des espaces que le collaborateur va trouver son bonheur. Oui, on va voir qu'il y a vraiment des ruptures d'ambiance qui favorisent aussi ce côté, ce dont tu nous parlais, de ne pas s'ennuyer aussi tout le temps, de ne pas se retrouver toujours dans le même tir. Alors là, on voit que vous êtes allé assez loin, puisqu'on retrouve même du street art sur les portes des sanitaires hommes et femmes. C'est très sympa. Alors là, on voit, vous avez aussi bien sûr d'autres ambiances, des ambiances où là pour le coup on se retrouve, on pourrait dire dans du un peu plus traditionnel, quoique avec ces petites bulles où on peut se poser à deux, ou ces espaces un peu plus confortables. Les autres le sont aussi, mais c'est une autre ambiance.
Alors, c'est un peu comme, là si j'osais la comparaison sportive, c'est un peu comme le patinage artistique. C'est-à-dire que tu as des figures imposées et des figures libres. Alors, les figures libres, on s'en est, si vous me permettez l'expression, on s'en est donné vraiment à cœur joie. Et puis, les figures imposées, c'est aussi ce genre de choses parce que les fabricants de mobilier aujourd'hui proposent des variétés et des choses vraiment très, très, très larges en matière d'espace de travail. Et donc, voilà, il faut aussi avoir des éléments plus académique, mais là aussi, les espaces le permettaient. Voilà, et une alternance entre des positions informelles, ici un petit point pause café, une tisanerie, droite, tout à fait. Voilà, une tisanerie, et à droite, un espace, je dirais, plus traditionnel de travail, d'échange, de brainstorming. Voilà, il faut aussi alterner, évidemment, puisque, comme tu le disais, il en faut pour tous les types de travaux et de tâches qu'on peut avoir à faire dans la journée. Ouais, tout à fait. Et comme je disais au début, il ne faut pas oublier que dans le cadre de Boursorama, l'ensemble des collaborateurs dédiés à la réponse client, parce que c'est vraiment on va dire l'objectif principal pour une banque en ligne, c'est vraiment d'apporter un service client le plus performant possible. Une des clés, un des paramètres le plus importants, c'était vraiment la notion de formation et d'espaces divers pour la formation. Donc là, en l'occurrence, des salles avec une 25 places à peu près de disponibles. Et puis les salles tout début où on a vu Super Mario et Pac-Man, là c'est des salles qui sont alternativement dédiées à des espaces plus courts, plus réduits, pardon, mais en même temps avec des cloisons amovibles qu'on va pouvoir ouvrir avec des grands écrans de ce type et qui vont pouvoir permettre d'avoir des formations à plus grande échelle et de co-construction interne. Donc là aussi, le but, c'était vraiment que tout soit internalisé et que tous les services soient internalisés. Plus besoin de prendre de salles à l'extérieur pour tout ça. Et oui, voilà. Et donc, ça allait être aussi une belle question, bien sûr, la présence du digital, la présence des écrans, de plus en plus, d'autant que si on n'est pas tous sur place, il faut quand même pouvoir se connecter les uns aux autres. Donc, on voit ce type d'équipement qui va fleurir, évidemment, dans tous nos espaces de travail. Philippe, l'œil du directeur environnement de travail sur ce projet Boursorama qu'on a. Laurent, on pourra visiter le site. Écoute, avec grand plaisir. Comme je te disais, comme le client est plutôt fier du résultat, je pense qu'il a envie de le montrer. Donc, pourquoi pas organiser avec l'ARSEG des visites. Ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Hein. Philippe, ça donne envie, non ? Ah oui, ça donne très envie. Moi, j'ai envie de visiter ce type de locaux. Vraiment très, très bien fait. En tout cas, c'est un super boulot. Bravo à l'équipe de Laurent parce que c'est vraiment un super job. Les pièces, enfin les différents espaces, l'idée qui est sortie de tout ça, en tout cas, c'est super. Et donc, je pense qu'on est nombreux à l'ARSEG à vouloir visiter ces locaux avec plaisir et découvrir, en avoir plein les yeux. Oui, il y aura du monde. Mario, le responsable pour l'étude des prospectives de l'ARSEG que tu es, quelle réaction ? Alors, moi personnellement, je trouve que c'est absolument fantastique de proposer ce type d'environnement de travail. Personnellement, en plus, moi j'ai grandi avec les jeux vidéo, donc voir en fait une bonne partie de mes personnages préférés de mon enfance. Je te comprends. Voilà, il y a un lien affectif qui se construit avec l'espace de travail. Et je suppose aussi, Laurent, que c'était un peu le but en partie de construire ce lien qui allait au-delà du cadre professionnel, mais aussi un lien affectif qui donne, avec un peu de nostalgie peut-être, qui revient à des bels moments de l'enfance, de la vie, qui aide en fait à construire un attachement vers l'espace et l'entreprise dans ce sens plus large. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Mario, parce qu'en effet, il y avait deux choses. Il y avait évidemment le côté valeur d'usage du mètre carré. Il faut en faire quelque chose et en faire quelque chose de pertinent. Maintenant, il y avait vraiment cette notion à la fois de sentiment d'appartenance à l'entreprise. On l'a vu avec le petit jeu du logo un peu partout, mais aussi le fait que on met de plus en plus d'affect finalement dans nos aménagements. Il y a de plus en plus. Si l'humain n'est pas au centre de tout ça, ça perd de son charme. Alors, je disais, jeunes quadras que nous sommes, proches cinquantenaires aussi que nous allons être. Mais bon, ça va, Laurent. Bon, allez. Faut l'assumer. Tu sais ce qu'on dit, je me permets cette référence, elle est très importante. On ne vieillit pas, il n'y a que le prix des jouets qui change.
Ah oui, d'accord, ok. J'aime bien, je vais retenir ça. Ça me plaît beaucoup. En tout cas, Sébastien qui nous dit ça casse les codes tout en répondant aux usages actuels. C'est vrai que on sent qu'il y a aussi cette volonté de casser les codes. Bon, voilà. En tout cas, on s'est beaucoup amusé. C'est un projet très, très, très riche. Merci encore Laurent, bravo pour ce beau projet. Et après les images, eh bien, on va passer aux chiffres parce que c'est aussi cela le quotidien d'un directeur de l'environnement de travail. Et je me tourne donc vers Mario de nouveau, notre responsable du pôle études et prospectives à l'ARSEG, avec qui nous allons discuter ratio. C'est la rubrique Mario nous éclaire. Alors Mario, je rappelle que le pôle études et prospectives de l'ARSEG réalise et publie chaque année de nombreux documents. Vous publiez des fiches pratiques, des guides qualité, des études, bien sûr. Il y a une étude socio-économique pour les office managers qui, j'en parlais précédemment, va paraître dans le courant du mois. Une base également d'indicateurs des coûts des immeubles de bureaux, la base Buzy Ratio, qui paraît tous les ans. Et on a choisi désormais de présenter un indicateur lors de chaque webinaire ARSEG Le Mag. Peut-être est-ce que tu peux nous rappeler en préambule ce qu'on trouve dans cette base d'indicateurs Buzy Ratio? Tout à fait, Lionel. Et d'ailleurs, merci de m'avoir sur ce programme, sur cette émission. Alors, en effet, les Buzy Ratio, en fait, c'est un livrable, c'est un document. C'est une série d'indicateurs avec des analyses rédigées derrière qui, en fait, sert comme des références de coûts de l'environnement de travail dans tous les domaines d'activité qui englobent, en fait, cette filière. Donc, par exemple, on a les services avant, on parlait de services aux occupants, mais maintenant plutôt services aux collaborateurs, puisque le travail s'est hybridise. Il y a aussi l'exploitation, il y a les moyens et les équipements. Il y a tout ce qui est lié à la performance immobilière. Donc, en fait, les Buzy Ratio regroupent une série ou une liste d'indicateurs chiffrés par définition qui, en fait, vont permettre aux DET, dans leur quotidien, de se situer par rapport à leurs homologues et par rapport à d'autres entreprises et en fait, voir en fait, où leurs coûts peuvent être similaires ou différents et potentiellement pourquoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup Mario. Alors, sur quel métier est-ce que tu as choisi de mettre le focus aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, le focus est sur la restauration, puisque aujourd'hui, en fait, oui, on va parler dans chiffres, mais on va parler surtout d'une évolution d'une année à l'autre. Aujourd'hui, on va parler du coût total de la restauration ramené au poste de travail d'une entreprise. Et en fait, dans les Buzy Ratio… Oui, dis-moi, Léon. Oui, qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ce coût total de la restauration? Qu'est-ce que vous avez inclus, englobé? Alors, le coût total de la restauration englobe en fait tout ce qui est lié à la part patronale des coûts de la restauration d'entreprise ou la restauration ou les restaurants inter-entreprises, les tickets restaurants aussi, et en général les frais de fonctionnement de la restauration sur un site. Ok, parfait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut constater comme évolution? Alors d'abord, le chiffre référence, celui de 2020. Alors avec une petite subtilité, le chiffre 2020, il porte sur l'exercice 2019. Tout à fait, et c'est très important de le souligner puisque en fait les Buzy Ratio de 2020, l'édition de 2020, en fait portait, comme tu dis, sur les chiffres de 2019, donc avant la pandémie. Et ça c'est très important pour en fait la petite analyse, la grande évolution qu'on va évoquer maintenant. Donc oui, en effet, les données des Buzy Ratio normalement portent sur l'année précédente, même si voilà. Donc on voit en 2020 un chiffre global du coût total de la restauration par poste de travail, 619 € par poste de travail. Et évidemment, ce chiffre s'effondre, j'allais dire évidemment, il s'effondre en 2021, moins 40%. C'est une tendance lourde, évidemment, très importante. On sait que c'est une des prestations qui souffre le plus de ce qui est arrivé, évidemment, avec la pandémie, mais qui était déjà impacté, qui avait été impacté par les 35 heures et les RTT, qui est impacté par le développement du télétravail. Là,
c'est un peu comme ça qu'on peut expliquer cette évolution, Mario. Tout à fait. Il y a toute une série de raisons qui pourraient justifier en fait cette chute très forte des coûts, des coûts en fait liés à la restauration par poste de travail. En effet, il y a le contexte des confinements qui a joué un rôle majeur en fait dans le fait que les sites étaient fermés totalement ou partiellement, les cantines aussi, et les travailleurs étaient chez eux. Et logiquement, en fait, ils étaient moins utilisés, donc en fait, il y avait moins de demandes, donc voilà, il y a eu des fermetures, il y a eu aussi moins d'agents sur place. D'ailleurs, j'en profite pour dire que en fait, cette période a été particulièrement brutale, non seulement pour le secteur de la restauration dans le sens large, mais aussi dans le sens humain pour les agents de la restauration. Je veux juste rappeler ça parce que c'est important de dire que derrière les chiffres, il y a des personnes, c'est une évidence ce que je dis, mais parfois il faut le rappeler. Donc c'était très difficile en fait pour le secteur de la restauration d'entreprise et pour la restauration dans le sens large de cette période. Et même aujourd'hui, on voit que il y a des restructurations à faire dans ce secteur et des choses qui sont à réinventer. Donc en effet, pour revenir à ton commentaire et à tes questions, Lionel, oui, il y avait des confinements, oui, il y avait le télétravail qui était lié au confinement mais qui perdure aujourd'hui dans le sens large. Et aussi, il y a d'autres tendances, comme par exemple de nouvelles appétences ou des changements par rapport au comportement des collaborateurs, qui peuvent manger plus hors site, qui ont même parfois des régimes alimentaires différents. On pense au végétarisme, on pense parfois aussi à des considérations de valeurs personnelles ou religieuses. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent derrière ce chiffre. Oui, il y a beaucoup de questions autour de cette prestation de la restauration d'entreprise. En ce moment, Philippe, je ne sais pas si vous-même vous en posez et comment vous étiez organisé. Nous, dans l'organisation, on est passé depuis un petit moment, on était au ticket resto, on est passé à la carte ticket restaurant. Et aujourd'hui, on a même les deux, parce qu'on n'a pas de lieu, on n'a pas la chance d'avoir des lieux comme Boursorama ou d'autres, d'avoir des beaux lieux de restauration. Non, nous, c'est ticket restaurant et carte ticket restaurant. On a des lieux pour faire réchauffer, mais sinon, voilà, on n'a pas bougé depuis avant, après Covid. Aujourd'hui, voilà, ça reste comme ça. Et Laurent, dans le projet Boursorama, il y avait aussi une dimension restauration et j'ai vu des tisaneries, etc. Alors, la restauration est gérée par un prestataire et d'ailleurs, je souligne, même si elle n'est pas complètement terminée, mais cette catastrophe sanitaire, parce que sur la restauration, on peut vraiment parler de catastrophe, le côté résilience de tous ces prestataires qui ont su, là aussi, se réinventer, trouver des solutions. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Dans le cadre de Boursorama, le prestataire a simplement aménagé, ils ont réduit un peu les surfaces au rez-de-chaussée et ils ont déplacé la restauration en proposant là aussi des notions liées au service, avec les petits déjeuners plus sur la notion de rooftop, le catering, beaucoup d'anglicisme dans ces choses-là, mais le catering là aussi assez diversifié selon les besoins des réunions du jour. Voilà, donc c'est vraiment le prestataire qui s'est adapté aux nouveaux besoins de Boursorama. Oui, on fera régulièrement des points sur ce sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup d'évolutions et beaucoup de questionnements et beaucoup d'évolutions en cours. C'est vraiment un des métiers, un de nos métiers qui va devoir le plus se réinventer. Tu l'as dit, Laurent, et c'est vrai, tu fais bien de souligner ces efforts permanents de nos prestataires qu'on connaît bien et qui accompagnent vraiment ce mouvement dans une situation hyper compliquée pour eux, hein, vraiment. Merci Mario. Un petit point sur Busyratio, parce que en ce moment vous êtes en train de finaliser l'édition 2021. Elle va bientôt sortir. Elle va sortir en novembre, l'édition 2021. Donc voilà, les ratios se calculent, mais on est dans la phase rédactionnelle en fait. On est dans la partie de la liste qualitative des ratios. Les ratios sont prêts, mais en fait il faut les expliquer. Il faut expliquer le pourquoi de ces chiffres. Et on est dans cette phase actuellement. Mais les Busyratio 2021 seront publiés en novembre. Voilà, Busyratio 2021, publication en novembre. Notez ça sur vos tablettes parce que évidemment, il y aura beaucoup d'informations. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, dans
dans l'étude BUSY Ratio, mais là, cette année, vous avez compris qu'avec le contexte, il y aura certainement encore plus d'enseignements à tirer de cette étude BUSY Ratio 2021. Merci beaucoup. Mario, bon courage et à bientôt. Voilà, après le droit, le projet, les chiffres, on va terminer avec les tendances du marché, les innovations avec la traditionnelle rubrique repérée pour vous. Et nous commençons cette rubrique avec une tendance de marché, celle de la vente des murs de leur site par les entreprises. Un phénomène, vous allez me dire, qui n'est vraiment pas nouveau, mais il s'est accéléré ces dernières années. Et la surprise, c'est qu'il est resté à un niveau très élevé en 2020, malgré les confinements. Regardez, comme le relèvent les Échos, après une année 2019 record, 2020 est resté très dynamique sur le segment de la vente des murs de leurs bureaux par les entreprises. On a compté 30 opérations cette année pour plus de 2,4 milliards d'euros. La plus emblématique étant celle de la vente du siège d'Engie à La Garenne-Colombes pour 1 milliard d'euros à elle seule. Une belle opération, même si, et contrairement à ce que nous disait Laurent avec le projet Boursorama, eh bien, même si Engie a revu à la baisse de 30% les surfaces prises en location avec le développement attendu notamment du télétravail. Voilà. Donc, les entreprises, malgré tout, continuent de se délester de leur immobilier. Est-ce pour mieux investir dans leurs environnements de travail et dans l'expérience collaborateur? Voilà un beau sujet d'étude pour Mario. Allez, parlons bois. Ben oui. Parlons bois maintenant. Une autre tendance dont on parle depuis plusieurs années, mais qui prend son essor sûrement, la construction bois pour les immeubles de bureaux. Après l'immeuble Perspective, inauguré en 2018 à Bordeaux, présenté comme la plus haute construction d'immeubles tertiaires en bois à cette date, les projets se sont multipliés. Le dernier en date, regardez, c'est Arboretum, prévu pour être livré courant 2022 à Nanterre Université. Porté par WO2 et BNP Paribas Real Estate, le projet qui vient d'obtenir son financement doit développer 126 000 mètres carrés de surface, rendez-vous compte. Il est présenté comme le plus gros projet de promotion de bureaux lancé en blanc en France depuis Cœur Défense. Sa date, c'était en 1997. Alors, il comprendra 7 bâtiments, dont 5 réalisés neufs en bois massif et s'affiche très vertueux écologiquement. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure aussi à Laurent. Ici, on a le choix du bois plutôt que du béton, évidemment, pour diminuer de 40% l'empreinte carbone des bâtiments. On aura 42 000 tonnes de béton concassé issus de l'ancienne papeterie qui était sur le site et qui vont être utilisés pour réaliser les sous-couches des voiries du campus et les fonds de forme des bâtiments. On aura aussi 75 000 mètres cubes de terre, c'est quand même l'équivalent de 20 piscines olympiques, qui seront issus des déblais des parkings et qui serviront à modeler le futur parc qui couvrira à lui seul 10 des 17 hectares du site. Ça aussi, on voit se développer de plus en plus des espaces verts très conséquents autour des sites tertiaires. Laurent, Philippe, la construction de bois, vous y intéressez? C'est l'avenir de la construction, vous pensez? Alors oui, c'est indéniablement un des axes de développement sur la partie RSE, ça c'est certain. Et j'en veux pour preuve quelqu'un d'un peu visionnaire, puisque l'ancien CEO d'Unibail-Rodamco, Guillaume Poitrinal, a quand même quitté cette grosse foncière pour créer Oudéum il y a quelques années. Donc c'est que forcément, oui. il a senti le vent tourner. À notre niveau, les choses, enfin, ça va pas changer grand-chose en matière d'aménagement, puisque là, on parle vraiment de coque, sauf sur la partie isolation, puisque en effet, comme tu le mettais sur ta slide, le bois est un matériau qui est extrêmement isolant, à la différence des autres, et qui en plus n'a pas d'empreinte carbone. Donc de ce côté-là, oui, de belles choses à faire avec le bois. Oui. Philippe, tu suis aussi cette tendance? Je trouve que cette tendance est très bien. Après, c'est vrai qu'en matière RSE, après voilà, c'est toujours pareil. Il faut faire attention aussi
à l'éco, à aussi à nos forêts et à la manière dont on va, c'est bien d'utiliser du bois, mais aussi après la manière dont il va être acheminé là et fait. Donc voilà, il y a toute une manière aussi RSE de penser aussi à tout ça. Parce que c'est bien de penser au béton, aux matériaux aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus compliqué d'obtenir tous ces matériaux, mais voilà, je pense que c'est bien d'aller vers de nouvelles idées de ce type, tout en faisant attention à la planète et à la manière dont on le fait. Les projets en tiennent compte. Hein. Vous verrez, si le sujet vous intéresse, suivez ce projet Arboretum et vous verrez qu'ils font appel à des filières françaises, locales, qu'effectivement, le fait de faire pousser et repousser du bois stocke évidemment du CO2, plus que le béton, évidemment, etc., etc. Donc, c'est intéressant d'aller effectivement plus loin dans le projet tel qu'il est présenté, et on sent que toute la filière construction est en train de réfléchir très différemment par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent, et c'est une bonne chose, même si Christophe nous dit attention au bois avec l'entretien dans la durée. Ça, j'imagine que ça pourrait être une question effectivement à poser. Allez, dernière tendance. Oui, Laurent. Et si je peux me permettre aussi, il y a une question. Mario. Il y a aussi une question avec la sécurité incendie qu'il faudra voir à un moment donné, je pense, avec le bois. Oui. C'est tout bête. Le bois brûle. Oui, même si apparemment il y a un pouvoir ignifugeant très important sur le bois massif, évidemment. On parle bien de bois massif. Allez, dernière tendance de cette rentrée, synonyme de retour au bureau pour certains, en tout cas, la pause café. Et oui, la fameuse cafette, comme on dit, c'est l'espace le plus utilisé par les salariés français, ça ne surprendra personne, celui où foisonnent les échanges informels, dont, rappelons-le, 80% concernent le boulot. Et oui, un espace détente donc, mais aussi qu'il faut considérer de plus en plus comme un espace de travail en plein, où s'affichent également les engagements RSE des entreprises. Alors, Workplace Magazine, notre magazine préféré, a fait un article sur le sujet avec une sélection d'innovations, du Coffee as a Service de Daily Corner, au Sans Contact de Nespresso Momento, du véritable lieu de vie convivial et social de Food Cherry, au petit magasin au cœur des bureaux de Totem, ou encore de la cantine digitale et responsable de Ideal Garden au café solidaire des cafés joyeux, toutes ces matières à innovation pour prendre soin de cette institution qui est devenue la pause café et qui va l'être encore plus demain, j'en suis certain. Mention spéciale à Caron qui propose de nous former à l'art du barista. Laurent nous en parlait tout à l'heure. Et oui, ça anime un peu. Voilà, barista, peut-être une reconversion pour certains collaborateurs qui s'interrogent sur le sens de leur travail, leur motivation et leur avenir professionnel. Il paraît qu'ils sont assez nombreux dans ce cas, à en croire les enquêtes récentes. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que se termine notre rubrique repérée pour vous et que se referme d'ailleurs cette 5e édition de notre webin Arseg Le Mag. L'occasion pour moi de remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué, nos chroniqueurs, bien sûr. Merci beaucoup Philippe, merci Héloïse qui nous écoute encore. Merci Laurent, merci Mario, bravo. Merci à vous. Voilà, bravo aussi et un grand merci à nos réalisatrices de choc. Je vais bien entendu parler de Caroline Brive, Clémentine Breneau et Clémentine Agoun. Soyez 1000 fois remerciés. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous y aurez pris autant de plaisir que nous. Et si vous avez apprécié cette session, n'hésitez pas à recommander le replay de l'émission à votre réseau, replay accessible via la rubrique « Revivez nos événements » du site de l'Arsec, www.arsec.asso.fr. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous les 5, 6 et 7 octobre prochains sur les salons Workspace Expo et SAET, Salon des achats et de l'environnement de travail, avec encore donc un beau programme de conférences. Je vous retrouve aussi le 2 décembre, date impériale s'il en est, pour notre prochaine édition du webin Arseg Le Mag, avec encore de l'actu juridique, des chiffres et un beau projet à découvrir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, ciao. Et vous avez le droit de danser sur le générique final. Voilà, c'est parti, à bientôt. Ah, et ben voilà. Ça c'est reparti. 5, 6, 7 octobre. Porte de Versailles.